Bon, donc il est 14h30, on va pouvoir y aller. On commence à l'heure de façon à ce que vos enfants, les étudiants, les futurs étudiants, sachent qu'un cours, quand c'est 8h30 ou 14h30, c'est l'heure et pas après. Donc je me présente, je suis Amina Selali, la directrice de l'école, Jacques Jonas Ziegler, le responsable de la première année. On va faire une intervention à deux voix. La mienne sera très brève. Je vais vous présenter de façon générale l'école. Et Jacques Jonas va vous présenter en particulier la première année en insistant sur la particularité de l'enseignement de l'école qui est le projet d'architecture. Avant cela, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez à l'école, à travers cette intervention et les discussions que vous pourrez avoir avec les étudiants, avec l'équipe administrative, les réponses aux questions que vous vous posez là, juste à quelques semaines de la clôture d'APB. L'architecture est un domaine et une discipline qui n'est pas enseignée dans le lycée, au lycée, donc effectivement c'est compliqué pour des lycéens de se repérer, surtout pour ceux qui ne sont pas encore complètement déterminés dans leur choix. Donc nous nous appelons École d'architecture de la ville et des territoires. On a la particularité d'être sur un campus, le campus de la Cité Descartes, et d'être associé, comme vous le voyez à l'écran, à une communauté d'universités et d'établissements qui s'appelle Paris-Est. On est une petite école. Vous avez vu la configuration du bâtiment avec ce hall dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. Donc là, il y a des choses qui sont exposées, mais en général, c'est un lieu où les étudiants travaillent, où ils exposent leurs travaux, leurs productions. Donc une petite école avec moins de 650 étudiants, enfin ça varie entre 650 et 700 selon les années, ce qui fait que l'on connaît nos étudiants. Quand je dis on les connaît, oui, individuellement, à titre personnellement, il y a des liens qui s'établissent notamment avec la direction des études et avec les enseignants. Cela peut être rassurant, souvent pour les parents. Pour les lycéens, ça assure souvent une transition intéressante entre le lycée et le monde de l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est une des particularités de notre établissement. On a une petite centaine de professeurs, d'enseignants, dans des domaines très différents, on le verra après, et une équipe administrative d'une trentaine de personnes. Les études d'architecture aujourd'hui correspondent à ce qu'on appelle le LMD, licence, master, doctorat. Donc une formation pour devenir diplômé d'État en architecture en 2 cycles. Le premier cycle donc dure 3 ans. Il confère le grade de licence. Et vous avez ensuite un deuxième cycle de 2 années pour obtenir le diplôme d'état d'architecte qui confère le grade de master. Après, la possibilité est offerte aux diplômés d'état d'architecture, soit d'aller travailler comme salarié dans une agence, on reviendra sur les débouchés un petit peu plus tard, soit de s'inscrire en habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est-à-dire à pouvoir signer des permis de construire, soit de poursuivre avec des formations spécialisées type DSA d'architecte urbaniste ou une formation qui chez nous s'appelle le DPEA architecture post-carbone, donc il s'intéresse à toutes les questions liées à la transition énergétique. Enfin, pour ceux qui auraient envie de devenir chercheurs, enseignants, il y a la possibilité de suivre aujourd'hui un doctorat en architecture. L'école, donc je disais qu'on était situé sur un campus. Ça permet d'avoir des liens, des relations avec les établissements académiques qui sont sur le site ou au-delà. On est donc partenaire d'une licence professionnelle d'assistant à chef de projet en aménagement de l'espace avec l'université de Marne-la-Vallée. Une autre école d'architecture, celle de Paris-Belleville, et une école d'ingénieurs, celle de la ville de Paris. On est aussi partenaire d'un autre 3e cycle avec une autre école d'architecture, et on est
partenaire en fait de deux programmes d'ouverture sociale. Un programme qui s'appelle Égalité des chances en école d'architecture, où on va dans des lycées partenaires pour inciter des jeunes à s'engager dans les écoles d'architecture, puisque je reviendrai un petit peu plus tard sur les modalités d'accès à l'école. Vous verrez que c'est quand même très ouvert. Et on est également donc partenaire d'un programme qui s'appelle les Cordées de la réussite. L'enseignement, donc je disais, en école d'architecture est particulier puisque vous allez faire, pour les lycéens qui sont dans la salle et qui seraient admis à l'école, passer 50% de votre temps à faire du projet. Donc Jacques, après, vous expliquera en quoi cela consiste dans le détail, les exercices qui viendront ponctuer toute l'année. Mais le projet, en gros, c'est comment on transforme son environnement, hein, et donc la manière dont on conduit aussi toute cette démarche. 50% donc du temps consacré au projet, le reste du temps, ce sont des enseignements que nous on a catégorisés dans des champs disciplinaires qui sont l'architecture, donc histoire et théorie, la construction, donc tout ce qui a trait à la structure, aux techniques constructives, technologiques. Un champ qui s'appelle représentation, où on apprend à montrer son projet, à le mettre en récit. Donc les étudiants font à la fois des cours de croquis, vous pouvez voir ce qu'ils font en deuxième année dans le hall. Ils travaillent aussi avec l'informatique, donc vous avez aussi une démonstration dans nos salles libre-service, beaucoup de communication visuelle et puis aussi des enseignements purement théoriques d'histoire de l'art, d'histoire de la représentation. Et enfin, donc un quatrième champ théorique qui est celui du territoire, où toutes les questions d'aménagement, de paysage, sur les questions d'équilibre naturel sont traitées. Et cela représente donc, comme je le disais, 50% du temps et de la valeur donnée à l'enseignement, puisque après il y a un système de notes, bien sûr. Donc ces enseignements essentiellement se déroulent sous la forme de cours magistraux dans cette amphi, dans cette configuration ou dans une configuration fermée, c'est-à-dire 2 espaces, et à travers des travaux dirigés. Une fois qu'on a passé les 3 premières années avec succès, qu'on a obtenu sa licence, souvent, la plupart de nos étudiants ne s'arrêtent pas à 3 ans, puisque avec un diplôme d'études en architecture valant grade de licence, il y a peu de chances et puis peu d'agences qui recrutent réellement. Donc la plupart de nos étudiants, quand ils s'engagent, c'est pour 5 ans, pour devenir architecte. Et nous, à l'école, donc le cycle master se déploie selon 4 filières d'approfondissement. Donc c'est un seul et même diplôme pour tous, mais les étudiants ont la possibilité de choisir des voies un peu différenciées. Donc vous avez à l'écran les intitulés des 4 filières, donc architecture et expérience, où il est plutôt question de théorie, architecturale. Vous avez également des travaux qui sont exposés, alors là, sous l'amphi, hein, l'espace où on est, juste en dessous. Il y a une filière qui s'intéresse à la question des métropoles, donc tous les phénomènes de globalisation aujourd'hui. Comment est-ce que... Enfin, on n'est plus dans une ville traditionnelle, mais donc tout ce que ça a comme impact sur l'architecture et la façon de penser, à la fois les infrastructures, les modalités de transport. Une filière qui s'appelle Matières à penser et qui est plus axée sur les aspects constructifs, techniques, et qui permet de suivre une formation en collaboration avec l'école des ponts qui s'appelle Structure et Architecture. Alors c'est un cursus pour lequel vous aurez aussi des informations pour ceux que ça intéresse au niveau de l'accueil. C'est un cursus qui se déroule au niveau du master et qui n'octroie pas le diplôme d'ingénieur à ce stade. Et une dernière filière, donc une filière qui s'appelle transformation, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que 80% de l'action des architectes n'est pas de faire du neuf, mais de repenser ce qui existe déjà. Donc comment est-ce qu'on intervient dans des milieux qui sont construits et qui vont au-delà de la simple réhabilitation, hein. C'est comment on transforme nos territoires avec peu de matière, peu de ressources.
Je ne reviendrai pas donc sur structure architecture, bon, si ce n'est pour dire que l'objectif c'est de sensibiliser les architectes au monde de l'ingénierie et inversement. Cette formation accueille une quinzaine d'étudiants architectes, une quinzaine d'ingénieurs, et à un moment donné il y a des moments pédagogiques croisés où les architectes et les ingénieurs travaillent ensemble. Parmi les 15 élèves architectes qui suivent cette formation, il y en a une partie qui souhaite poursuivre vers le diplôme d'ingénieur de l'école des ponts et sous certaines conditions sont admis à l'école voisine. J'ai également parlé tout à l'heure du postmaster, donc du 3e cycle. Bon, là, c'est assez loin parce que c'est dans un horizon de 5 ans, voire davantage. Mais c'est pour vous indiquer qu'il y a des possibilités de spécialisation à l'issue du diplôme d'état d'architecte et qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que nombreux sont les diplômés qui poursuivent, alors soit immédiatement après le diplôme, soit quelques années après avoir travaillé, de façon à avoir une plus-value par rapport à leurs collègues qui ne seraient entre guillemets qu'architectes. Alors, le recrutement en première année, donc pour beaucoup, c'est ce qui vous intéresse. Donc, on est sur APB, comme toutes les autres écoles d'architecture, hein, puisqu'on a un réseau. Il y a 20 écoles d'architecture publiques en France, plus 2 autres, une privée et une qui est jumelée avec une école d'ingénieurs. Donc, la première phase d'APB, c'est qu'on a une présélection sur la base du dossier scolaire. Vous avez des notes à rentrer. Et puis après, bon, je ne reviendrai pas sur... les APB en tant que système, mais c'est APB qui travaille tout seul. On a rentré des paramètres et on ne sait pas ce qui... Voilà, on obtient 1700, 1800 lycéens qui sont classés. Parmi ceux-ci, on en retient en moyenne 500 que l'on convoque pour un entretien qui cette année aura lieu le 13 mai, donc un samedi. Ce que je voulais dire, c'est que, et ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure, on n'a pas de baccalauréat privilégié, donc que vous soyez de bac S, ES, L, technique, professionnel, nous avons des étudiants d'origines différentes. De fait, donc je vais vous montrer par la suite les diplômes d'entrée. Vous voyez qu'on a une grande majorité de bac S, mais ça correspond aussi à la proportion des candidats. Nous, on a volontairement ouvert de façon à diversifier les profils et en même temps et parallèlement, donc, on met en place une politique d'accompagnement donc, qui est sérieusement menée, qui est lourde, mais on croit que tout le monde a sa chance, puisque Jacques vous le dira, on considère que c'est à l'école d'amener les étudiants à un certain niveau. Après, donc, l'origine de nos étudiants, essentiellement, bon, ça paraît être normal, ils viennent d'Île-de-France, donc Paris et les départements limitrophes. Néanmoins, on a quand même 40% de nos étudiants qui viennent de province et qui s'adaptent très bien. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de résidence étudiante sur le site. Ça ne saurait tarder, puisque là, en ressortant, vous avez là, par là, le projet de concours qui est affiché. On a une résidence étudiante qui doit être construite à partir du mois de mars. Enfin, les travaux le chantier va démarrer sur l'emprise foncière de l'école, et normalement, il y a une centaine de chambres qui seront réservées à nos étudiants. Les taux de réussite. Donc, alors c'est une enquête qui est très partielle puisque elle est faite à N+3. Donc là, sur 81 entrants en première année,
on en a 81% qui ont validé leur première année. Donc effectivement, les 19% de taux d'abandon et d'échec sont de trop. Mais ce qu'on voudrait montrer, c'est que par rapport à l'université, le taux de réussite en licence est relativement bon. Et ensuite, sur nos étudiants de première année, on en a quasiment 70% en général qui terminent en 3 ans. Après, bon, le détail, c'est qu'on a des arrivées en cours de cursus, donc voilà, enfin une population qui se diversifie au fur et à mesure du déroulement du cycle. Être architecte, vous le verrez aussi, c'est beaucoup sortir, se promener, arpenter le territoire, mais c'est aussi voyager. Donc on a une mobilité étudiante relativement importante par rapport à notre taille. On a une petite quarantaine d'étudiants qui partent chaque année à l'étranger, poursuivre un cursus en général d'une année. On est partenaire avec 18 établissements, 12 destinations en Europe, hors Europe. Et nos départs se font essentiellement en dernière année de licence ou en master, mais dans une moindre proportion. Et par ailleurs, donc l'international, les étudiants, ils sont aussi familiarisés avec des voyages pédagogiques qui sont obligatoires dans le cours du cursus. Tous nos étudiants, à l'exception de ceux de première année qui partent en France pour un voyage de 3-4 jours très spécifique, partent au moins une fois par an vers une destination étrangère, donc vous avez là listé. Et depuis 2 ans, on essaye de multiplier les workshops. Donc un workshop, c'est un exercice intensif sur une durée très limitée où les étudiants ne font que du projet. Donc là, on a réussi à organiser des déplacements, comme vous le voyez, à Sao Paulo, Santiago, Venise, Oslo et en Espagne. Je ne reviendrai pas donc sur les caractéristiques d'ouverture sociale, mais c'est quand même quelque chose à laquelle on tient. Et pour vous dire que l'école, c'est un lieu où vous allez passer beaucoup de temps. Je m'adresse aux étudiants, puisque nous, l'école est ouverte de 8h30 à 22h tous les jours, quelquefois le dimanche. En période de rendu, elle ouvre jusqu'à minuit à la demande pressante des étudiants. Et en même temps, c'est un lieu où on vit, donc où vos enfants vont être là très très longtemps, très bien. Je pense, vous discutez avec les étudiants qui sont là pour vous expliquer comment se déroule une journée type. Et depuis quelques années, en plus du travail, il y a toute l'activité associative dans laquelle ils s'investissent. Donc on a un certain nombre d'associations qui font vivre l'école, qui l'animent, donc avec des projets très, très marrants, comme une caravane qu'on appelle la caravane gonflée. Ce sont des anciens étudiants qui ont monté un projet qui crée en marge de leur caravane, un espace dans lequel ils mettent de la musique. Enfin voilà, on a une association qui s'appelle La Charrette qui distribue des légumes toutes les 2 semaines, des légumes frais avec un producteur du coin. Et les étudiants, même si ça paraît anecdotique, c'est très important parce que c'est ce qui permet de se sentir aussi bien dans l'établissement. Donc un établissement où ils travaillent et où on essaye, dans la mesure du possible, de rendre les choses, de leur faciliter la vie. Donc on a une belle bibliothèque qui est renommée donc pour la qualité de ses fonds. Vous avez la possibilité tout à l'heure de visiter l'atelier maquette qui a pris un coup de jeune là ces dernières années avec là des travaux d'agrandissement et puis un équipement au niveau de nos machines qui s'est vraiment renouvelé, et plus un libre service informatique où les étudiants sont autonomes, ils travaillent tout seuls, ils impriment de façon à pouvoir rendre leurs travaux. Être architecte, aujourd'hui, ça dépasse
la conception qu'on en avait avant, puisque l'architecture, c'est quelque chose avec laquelle on vit de façon permanente. Hein, on est tout le temps dans de l'architecture. Néanmoins, aujourd'hui, au-delà de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la construction de bâtiments, la construction d'espaces publics, enfin concevoir un projet urbain, on retrouve beaucoup d'architectes dans la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en termes de l'autre côté de la barrière, ceux qui donnent des ordres, qui font travailler éventuellement des architectes. On retrouve aussi des architectes dans l'enseignement et la recherche, des architectes dans la fonction publique. Ce n'est pas seulement une profession libérale. Et vous avez donc au-dessous de cet éventail de possibilités d'activités, les débouchés donc, qui sont de nos étudiants, avec une enquête ministérielle qui a eu lieu sur des diplômés de 2012, avec 83% des diplômés qui ont trouvé un emploi, dont 80% dans le domaine de l'architecture au moment où l'enquête avait été faite, 85% en CDI, 86% trouvant un emploi dans les 6 mois. Une fois qu'on a fini ses études, ça passe vite. 18 ans, 23 ans, vous êtes architecte. Donc on essaye d'accompagner au mieux les nouveaux diplômés. Donc il y a une association des anciens qui s'est créée, qui a des représentants qui seront là pour discuter avec vous. Ils ont fait de jolis portraits du devenir de certains étudiants et qui mettent à disposition des offres de stage, d'emploi, de façon à commencer à fonctionner comme un réseau, comme là on possède les écoles d'ingénieurs. Chez nous, on est une école relativement jeune, ça n'existait pas, et donc là, l'association se crée et se développe. Et à l'école, on soutient un projet d'aide à la création et au développement d'entreprises d'architecture. Donc on a aménagé un espace dans lequel on permet à de jeunes entreprises d'architecture d'émerger, de passer 6 mois, de 6 à 9 mois à l'école en bénéficiant de toutes les ressources, de façon à pouvoir donner le premier coup de pouce qui leur permettra d'aller plus loin. Et je vais donc laisser la parole à Jacques Ziegler en vous laissant sur cette dernière image donc, qui montre le contexte dans lequel on est, avec plusieurs établissements d'enseignement et puis ce qui est quand même important, un Resto U, un accès par le RER, 2 Resto U, un accès par le RER qui ne figure pas encore bientôt une résidence étudiante sur l'emprise de l'école. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Jacques. Voilà. Alors, en fait, vous savez tout sur l'école parce que ce qui vient de vous être dit. Et peut-être ce que vous attendez, c'est mais qu'est-ce qui se passe dans ces études vraiment ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est sollicité chez le futur étudiant ? Alors c'est un peu à ça que je vais essayer de répondre. On y répondrait très facilement, si on discutait à bâton rompu, mais comme vous êtes nombreux et que je suis seul, la discussion c'est plutôt un monologue, mais c'est comme si on parlait ensemble au fond. Alors 2 ou 3 choses à savoir assez utiles, parce qu'une fois qu'on est inscrit à l'école, c'est quand même un très lourd contrat qu'on a signé, vous allez voir, ça change la vie. Alors déjà, cette école, elle a un nom. Elle a 19 ans. L'année prochaine, elle va fêter ses 20 ans. Elle est toute jeune, donc, dans l'histoire des écoles. Et cette image, je trouve, d'un voyage de première année, c'est une vieille image, elle a 6 ans, mais je ne peux pas la quitter, je la remets tous les ans. Cette image est très caractéristique de l'état d'esprit de l'école. Vous pouvez déjà quitter la salle, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous attendez. Cette école, elle vous apprend à regarder les édifices, et vous allez voir qu'on les regarde très en détail pour savoir les concevoir, les construire, les rendre habitables, bien les organiser, et pour qu'ils consomment peu d'énergie. Et puis en même temps, cette école, elle s'intéresse autant à ce qu'il y a entre les édifices. Et entre les édifices, on marche. Entre les édifices, on arpente, on passe d'un lieu à un autre, d'une rue à une place. Et d'un champ à l'autre, au fond, tout le territoire, c'est le regard de l'architecte, se pose sur tout le territoire. Et au fond, en première année, si on l'apprend, c'est pour la vie. Et comme une des dernières diapos du PowerPoint
institutionnel parlait des débouchés, eh ben ça ouvre les débouchés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on demande autant à un architecte de travailler sur un espace public que sur des bâtiments. Alors je reprends, mais sous une forme plus imagée, le 50-50. Les études sont dispensées comme sur une balance, avec l'idée que ça s'équilibre. Quand ça ne s'équilibre pas, ça ne marche pas. Ça veut dire que pour faire ces études, on doit être un très bon universitaire pour savoir remplir la demande de connaissances et de restitution et de compréhension purement intellectuelle des champs disciplinaires qui sont ceux qui accompagnent cette chose magnifique qui s'appelle le projet. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le projet, ça n'est pas de la création, le projet, c'est de la transformation, le projet, ça n'est pas de la création ex nihilo, le projet, ça vient d'une histoire, d'un corpus, d'une discipline qui existe depuis des millénaires. Et donc, c'est cet équilibre dont nous nous emparons comme d'une dimension salutaire. Pas simplement comme d'une directive ministérielle, parce que c'est aussi une directive ministérielle. Ça vient de la loi, le 50-50. Mais on le partage tout à fait. Alors, je vais d'abord parler des 4 champs disciplinaires, avec une image pour chacun, mais une image qui va être une image de l'école. Voilà derrière le champ construction, ce qu'on peut vous dire. Le champ construction à l'école, il a vraiment pour but d'apprendre le goût de faire tenir debout des bâtiments, des fondations au toit, du squelette à la peau, de les rendre confortables, de les rendre économes en énergie, avec juste la matière qu'il faut. Ça s'appelle l'économie de moyens. Et cette façon d'apprendre la construction passe beaucoup à l'école par la compréhension de la matière, par la compréhension de comment ça se passe dans la matière. Si j'ai compris, je sais organiser la matière pour que ça tienne debout. Et pour comprendre comment ça se passe dans la matière, puisque nous ne sommes pas des ingénieurs, nous calculons très peu, un petit peu quand même. En tout cas, on comprend les phénomènes d'ordre physique. On fait beaucoup d'expérimentation. On fait beaucoup de choses à l'échelle 1. On travaille beaucoup avec la vraie matière pour se confronter à cette réalité que faire une structure, c'est assembler. Et que assembler, c'est un art. Et que cet art, il faut savoir le pratiquer. Alors le territoire, c'est un peu tout ça. Le territoire, ce sont des cartes. Des cartes, là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais dès la première année, dès le début des études, c'est une des particularités de notre école. Ce qu'il y a entre les bâtiments, c'est aussi important que les bâtiments. Et ce qu'il y a entre les bâtiments, c'est aussi ce qu'il y a sous l'entre-bâtiment, c'est-à-dire la géologie. Les étudiants sont avec leur enseignante en TD à examiner une carte géologique. Mais le territoire, c'est aussi ça. L'étendue organisée par l'homme, l'étendue naturelle, l'étendue où l'homme aménage ce territoire pour le rendre habitable, ce territoire qu'on va expérimenter. Alors les 3 images-là sont prises lors du voyage de première année, qui est toujours un voyage sur le territoire, où on va découvrir un territoire. On va toujours découvrir un territoire à la limite du bassin parisien, à 3-4 heures de quart de l'école. On va y passer 4 jours. Et là, c'était le nord, la chaîne des Terrils. Et on était à Lens et on a fait comme ça une sorte d'ascension du Terril de Loos-en-Gouel qui est rendu au public, qui ne fonctionne plus. Et au fond, on pourrait vous dire que cette ascension, c'était avec les étudiants presque aussi beau que le Fujiyama sur lequel on n'est pas monté. Mais c'était un peu l'impression pour embrasser tout ce territoire et comprendre au fond que le territoire, c'est une construction humaine transformant la nature pour la rendre habitable, pour se réconcilier avec quand on l'a abîmée et pour restaurer ce qu'on lui a fait. C'est vraiment l'histoire des Terrils, au fond, d'une certaine façon. Et c'est aussi former le regard des étudiants pour dire, alors j'emprunte au fondateur de l'école, à Yves Lion, cette citation, c'est « Il n'y a pas de territoire désespéré. Tous les territoires sont intéressants et c'est notre travail de les rendre plein d'espérance. » Alors autant on est soucieux du territoire, autant on est soucieux de l'architecture comme une discipline qui a ses théories, son histoire. Et là aussi, dès la première année, l'architecture, comme le territoire et comme la construction,
Elle est apprise par les traités, par les livres, par les cours, par la théorie et par le réel. Et alors évidemment, cette chance incroyable d'être en région parisienne fait qu'on peut visiter des grands bâtiments de l'histoire d'architecture, et ça fait partie, en fait, le TD d'histoire de l'architecture de première année, ça s'appelle visite d'analyse architecturale, et 5 fois dans le semestre, les étudiants vont voir un bâtiment important dans l'histoire de l'architecture, le visiter, écrivent un compte-rendu, redessinent ce bâtiment par des petits schémas. Et alors vous avez un des bâtiments phares de notre corpus, la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, qui est un bâtiment important dans l'histoire de l'architecture moderne, 1850. Et puis on avait fait d'une pierre deux coups, on avait profité du voyage à Lens pour aller faire une visite du Louvre-Lens, bâtiment très récent. Et voilà la fin du voyage avec la visite du Louvre-Lens. Alors la représentation, elle prend divers couleurs, mais en première année, vous avez encore des panneaux affichés sur la coursive du premier étage quand on rentre, des dessins d'étudiants. Le dessin, c'est quelque chose qui n'existe plus dans le monde aujourd'hui et qui n'est plus appris dans les cursus habituels, sauf cours spéciaux. Le dessin, c'est souvent un vrai problème quand on veut s'inscrire à l'école, parce qu'on se dit, est-ce que je fais partie de ces gens qui savent dessiner, ou est-ce que je fais partie de ces gens plus nombreux qui ne sauront jamais dessiner? Et comment je pourrais être architecte sans ça? Eh bien, à l'école, on est convaincu d'abord qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, un architecte doit savoir dessiner, parce que c'est une façon de traduire sa pensée immédiatement et de bien donner des ordres à l'ordinateur, qui tous les 10 ans va changer ses performances et devenir de plus en plus, on va dire, sophistiqué et compétitif. Mais par contre, ce qui restera toujours, c'est la capacité à traduire sa pensée spatiale par un dessin. Et on pense à l'école que tout le monde peut apprendre à dessiner, que quand on rentre à l'école, on n'a jamais tenu un crayon dans la main et que c'est normal, que ce n'est pas du tout un défaut, et qu'il faut trouver des méthodes. Alors notre méthode, c'est plein de choses, mais c'est dans le champ représentation. En première année, l'essentiel, c'est un enseignement de 3 heures toutes les semaines, tous les jeudis matins, toute l'année, que ce soit au mois de décembre, au mois de février, au mois de juin, qu'il fasse froid ou pas, on est dehors et on dessine le monde réel tel qu'il est. 20 étudiants avec un prof de croquis, toute la promo toujours ensemble, 5 brigades, on va dire, 5 profs de croquis. Et on dessine le monde avec un carnet de croquis format A3 et ce qu'on appelle une mine de plomb, c'est-à-dire la chose la plus archaïque qui soit, ou un bâton de fusain, ce qui restera toujours à l'homme pour s'exprimer. Et c'est le monde tel qu'il est. Voilà, le monde est intéressant à représenter. Les rails de la gare d'Austerlitz au début du chantier, pendant le voyage de première année, il y a 2 ans, sur la vallée de la Meuse, en remontant la vallée de la Meuse. Et puis alors on dessine beaucoup très vite. On fait entre 5 et 10 dessins par séance de 3 heures. Alors imaginez 12 séances par semestre, 24 séances dans l'année, 5 à 10 dessins, on fait entre 150 et 250 dessins. Et 2 fois par semestre, les dessins sont corrigés, on les étale sur la surface qu'il y a au-dessus de nous, sur le toit de l'amphi, avec tous les profs. Alors vous les voyez là tous, avec les étudiants autour. C'est un enseignement très interactif, très dynamique. En fait, il suffit juste de pratiquer pour apprendre à dessiner, et il suffit juste de pratiquer dans un cadre qui vous contraint à pratiquer, qui vous stimule, contraint et stimule, et à un moment donné, le goût du dessin et le savoir-faire arrivent en même temps. C'est très dur au début pour certains, mais tout le monde peut arriver à un niveau suffisant pour s'exprimer. Et puis à partir de la 2e année, c'est le numérique. Et parce qu'on a bien dessiné à la main, eh ben on passe très bien au numérique, il n'y a pas de problème. Bon, petit détail, ce n'est pas un champ disciplinaire. Nous sommes une petite école, on doit apprendre une langue étrangère, la maîtriser. On a fait le choix d'apprendre la langue qui est celle des architectes pour travailler dans le monde entier. Il faut parler à peu près correctement anglais, savoir s'exprimer, savoir comprendre, c'est nécessaire pour tout le monde. Et pour avoir son diplôme, il faut un certain score à ce test qui s'appelle le TOEIC. On a un enseignement, première, 2e, 3e année, qui prépare à ce TOEIC. Puis ensuite, il y a des stages. J'ai mis juste une image que je garde depuis longtemps aussi parce que je la trouve très, très symbolique. Le premier stage,
est un stage ouvrier, stage chantier ouvrier. C'est-à-dire qu'on demande pendant 2 semaines aux étudiants, c'est au début de l'été, à la fin de la première année, d'être comme un apprenti ouvrier dans une entreprise de bâtiment. Et une fois dans sa vie, celui qui sera peut-être un jour architecte est de l'autre côté de la barrière, de celui qui réalise et qui saisit les plans de l'architecte pour construire. Alors là, c'était un étudiant, maintenant il est architecte, qui faisait son stage sur le chantier du cinéma Le Luxor à Paris. Et puis comme il était élève architecte, il a pris cette très belle photo du métro Barbès, parce qu'il est toujours resté architecte, même quand il réglait du béton en train de se couler. Alors, voilà les 4 champs disciplinaires. Maintenant, on va parler peut-être un peu plus longuement et essayer de décrypter qu'est-ce que c'est que ce mot projet. Qu'est-ce que le projet ? Nous, on dit, voilà, le projet, c'est la transformation des situations construites. Alors déjà, on va contre un cliché. C'est marrant, parce que quand vous vous inscrivez, vous avez souvent 17 ans, 18, enfin voilà, vous n'avez pas 20 ans, et vous avez déjà en tête qu'un architecte, c'est un créateur. Mais c'est surtout pas un créateur. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, mais c'est profondément ancré dans la tête. Et c'est pas ça qu'on appelle. Un architecte, c'est quelqu'un qui est dans la contrainte et qui, de ces contraintes, fait sortir quelque chose, fait sortir souvent une transformation, parce que le monde existe déjà, il est déjà très largement construit. Donc la définition qu'on donnera du projet, c'est la transformation des situations construites. Alors, l'architecture n'est pas une science exacte, le projet, c'est surtout pas une science, donc chaque école a sa manière de l'enseigner et chaque école a sa manière de débuter. Et je crois que c'est très important qu'on vous explique bien, voilà comment dans cette école on débute. C'est important, si jamais vous souhaitez vous inscrire, que vous ayez saisi, voilà comment on débute, et puis qu'il y ait une adhésion au fond, parce qu'on va vous demander beaucoup. Mais si vous adhérez au projet, vous avez envie évidemment de donner beaucoup. Alors, première spécificité de l'école, dans cette école, on apprend à concevoir et à représenter en même temps. Ce sont les mêmes professeurs qui ont cette responsabilité. On est quasiment la seule école de France qui fasse ça. Qu'est-ce que c'est ? Concevoir, c'est dans la tête, on pense à une solution à un problème et on la formule. Représenter, comme notre domaine, c'est le bâti et l'espace qu'il y a entre le bâti, notre domaine, c'est l'espace. L'espace, ça se représente. C'est comme une langue, ça se décrit par des éléments codifiés qu'il faut apprendre et qu'il faut maîtriser. Et en fait, la forme et le fond sont très liés, c'est-à-dire que la pensée conceptuelle, elle est nourrie de la représentation du projet qui est en train de se faire, mais je ne peux pas représenter correctement le projet si je n'ai pas une pensée derrière qui me motive pour bien le représenter. Et on s'est aperçu que la bonne méthode pour faire vite et bien, et pour surtout bien apprendre à représenter en première année, bien faire comprendre, on va dire, les tenants et les aboutissants de la représentation, c'est de lier ça à des questions de conception. C'est en fait, dès la 2e semaine d'études, d'aborder la question du projet, de faire des projets. Vous voyez en bas les exercices 1, 2, 3, 4. L'exercice 1, il commence le 15 septembre. La rentrée, c'était le 9, on va dire, une semaine avant. Et donc, cette question de faire tout de suite des exercices de projet, c'est tout de suite de s'entraîner à représenter. On va voir qu'il y a des dispositions un peu particulières pour y arriver. Mais voilà, ce qui est spécifique à l'école, c'est de ne pas séparer, apprendre à concevoir et à représenter. Représenter, c'est décrire, c'est apprendre le langage spécifique de la représentation de l'espace. Voilà des mots qui s'égrènent, vous allez voir des images, le plan, la coupe, l'élévation, l'axonométrie, la perspective, la maquette. Et puis penser, alors là c'est très difficile. Au fond, je préfère vous raconter ce qu'on fait. En fait, penser, on va dissocier les éléments qui font le bâtiment et destiner chaque exercice, surtout au premier semestre, à se consacrer à un de ses composants. Alors, le sol, les murs, la toiture, et puis quand on a tout abordé, on sait faire un volume. C'est rare qu'un projet soit fait d'une seule pièce, alors il y en a plusieurs, il faut les organiser, ça s'appelle partition, c'est un concept d'organisation du projet. Alors, ça c'est le premier semestre. Je ne vous montre pas tout de suite les images, je vous fais un peu languir, mais c'est pas un hasard, sol, mur, toiture.
l'architecture a une longue histoire derrière elle, une longue histoire des théories. Et les grands théoriciens de l'architecture se sont toujours attachés à raconter la légende des origines de l'architecture. Et Léon Battista Alberti, à la fin du XVe siècle, c'est un grand théoricien de l'architecture italien, c'est un grand architecte, il a construit des bâtiments très importants. Il a écrit un livre qui s'appelle, traduit en français, « L'art d'édifier ». Ce livre pourrait être le programme de notre école, parce qu'au XVe siècle, il disait c'est aussi important les routes que les piliers qui tiennent les bâtiments et que les fondations, que le toit et que l'organisation des pièces. Et alors, la façon d'Alberti, qui est un humaniste de la Renaissance, la façon dont Alberti raconte la légende de l'architecture, il dit d'abord les hommes cherchèrent un bon emplacement, c'est-à-dire un sol. Ensuite, ils élevèrent des murs pour se protéger des intrus, des bêtes sauvages et pour séparer leurs activités. Ensuite, enfin, ils le couvrirent pour se protéger des intempéries. Donc, en fait, on est dans les pas de la légende d'Alberti, sol, mur, toiture. C'est au fond la trilogie, on va dire, humaniste, qui met d'abord l'homme en société, qui se protège de l'extérieur et qui sépare ses activités, avant l'homme biologique qui se couvre pour ne pas attraper froid. Alors au deuxième semestre, puisqu'on a abordé les fondements, on aborde quelques notions qui seront des notions pour toute la vie, l'implantation, la répétition et l'économie de moyens, mais maintenant on va voir ça en images. Alors voilà, représenter c'est ça. Représenter c'est pour décrire un bâtiment, pour le construire, il va falloir faire comme vous avez l'image en bas à gauche, faire comme des tranches et puis imprimer ces tranches comme un tampon. Et ça s'appelle le plan ou la coupe. Ça, c'est le géométral. On apprend ça. Toute la représentation, on en apprend les bases en une semaine, la semaine intensive de rentrée. 5 heures de cours le matin, environ 5 heures d'exercice encadré l'après-midi, d'entraînement, on va dire. Et au bout d'une semaine, on sait tout faire. On s'est balbutié dans tout. On a compris les principes, on les a un peu expérimentés. Et c'est ensuite le projet qui va demander sans arrêt de dessiner, qui va nous entraîner, nous perfectionner et nous permettre d'arriver à très vite ce niveau-là. Alors représenter une axonométrie, c'est comme une vue d'avion. Ça c'est un dessin fait 6 semaines après la rentrée. Si on sait faire des plans et des coupes, on sait faire des maquettes, parce qu'avant de faire une maquette, il faut faire les plans et les coupes du bâtiment pour découper les bouts de carton. Et puis la perspective pour représenter l'espace tel qu'il sera. Et voilà, ça c'est des étudiants qui n'ont jamais touché un crayon, 2 mois après la rentrée, sont capables, parce qu'on lit cette question, vous allez dessiner, mais vous allez dessiner votre propre projet. Alors à un moment donné, les choses, elles sont très sérieuses. Et c'est cette question de, puisque l'entrée dans l'école se fait venant d'horizons très différents, l'entrée dans l'école, l'entrée dans cette discipline architecture se fait en apprenant un langage qui est nouveau, comme si on arrivait en Chine en n'ayant jamais vu les idéogrammes chinois et on vous dit au bout d'un an, vous devrez bien les parler pour évoluer dans cet univers-là. Eh bien, ce qui fait un des points importants de la première année, c'est qu'à chaque fin de semestre, en projet, 40% de la note de l'évaluation de cette discipline, qui se fait par exercice successif, est validée par un examen de représentation. Voilà, comme au bac, tout le monde est devant une question de représentation, tout le monde doit la dessiner, c'est 100% juste, de 100% faux à 100% juste, c'est de 0 à 20, c'est corrigé anonyme, objectivement, il y a un corrigé, c'est au fond très sévère, très dur, mais c'est la garantie que quasiment aucun étudiant ne passe en deuxième année s'il n'a pas une bonne maîtrise de la représentation. Attention, c'est 40%. 60%, la majorité de la note, c'est les exercices de projet qu'on fait avec un très très grand soutien et encadrement. Donc c'est pas la majorité, mais c'est une minorité de blocage, on va dire. Et surtout, si en exercice de projet je suis très brillant, je peux au fond le jour de l'examen avoir un coup de stress et une note pas très bonne, mais tout tient à l'équilibre entre les deux. J'insiste là-dessus parce que c'est important de le savoir avant de rentrer. Vous pouvez en discuter avec nos premières années, c'est un moment difficile, mais voilà, il faut se dire, on les y prépare. Alors concevoir, transformer. Voilà, ces 2 images que je remets tous les ans aussi, parce que le hasard a fait qu'une année, le croquis théorique donné par l'enseignant avant
Et le croquis de l'étudiant après transformation colle très très bien, c'est le même point de vue. Concevoir, c'est transformer, c'est pas créer. Tout existe déjà, et concevoir, c'est toujours l'idée d'un ajout, d'un retrait, d'une modification. Pourquoi ? Pour rendre les choses habitables, c'est-à-dire mieux praticables, plus confortables, plus possibles. Et concevoir, c'est être attentif aux choses et aux gens. Concevoir, c'est synthétiser des contraintes. Il n'y a pas de conception sans contrainte. Si vous pensiez que concevoir, c'est la liberté, s'il vous plaît, partez en courant, c'est le contraire. Concevoir, c'est s'affronter aux pires contraintes. La principale étant E égale MC2. Il faut faire tenir debout les bâtiments. Et alors, c'est très important, il ne faut pas faire de lapsus. Concevoir, c'est concilier les contraires. On est sans arrêt, en tant qu'architecte, à devoir concilier les contraires. Alors, je m'explique sur cette image, vous allez tous comprendre. C'est le premier exercice, ça s'appelle le sol. Il faut modeler un passage entre une rue qui est plus haute et une rue qui est moins haute. C'est un raccourci pour les piétons. Il y a quelques mètres de déclivité entre les deux rues. Et ce passage se fraye son chemin entre des maisons et des jardins. Un jardin, c'est privé. Un passage, c'est public. Quand je suis dans mon jardin, je n'ai pas envie que les gens qui passent regardent dans mon jardin. Mais si on élève des murs pour me protéger des gens qui passent et que ces murs sont trop hauts, j'aurai plus de soleil. Eh bien voilà, le travail de l'architecte, c'est ça. Jusqu'où je peux élever les murs, comment je mets les escaliers, comment je mets les paliers, comment je dispose le modelage du sol et l'élévation des murs pour que les gens dans leur jardin soient tranquilles, mais que tout le monde ait du soleil, aussi bien dans le passage que dans les jardins. Et tout ça est une sorte d'ajustement successif et relatif des contraintes. Et je crois qu'on le voit bien sur cette image. Les murs ne sont pas trop hauts, les gens dans leur jardin sont tranquilles, mais les gens, quand ils passent, au fond, ils ont comme un film d'un palier à l'autre qui se déroule sous leurs yeux. Alors, je vais quand même vous réconforter. Concevoir, ça n'est pas créer, ça n'est pas la liberté, mais plus il y a de contraintes, plus il y a de diversité. Voilà, tout le monde fait la même chose en première année, 100 étudiants font le même exercice, alors c'est au passage 4 maquettes d'un même sujet, l'exercice numéro 2. Eh bien, quand on expose ces maquettes, puisque systématiquement on montre ce qu'on fait au reste de l'école, on s'aperçoit que toutes les maquettes sont différentes. Pourtant, tout le monde a respecté les contraintes et s'est même confronté à ces contraintes. Donc, plus il y a de contraintes, je vais prononcer un mot que je ne prononce pas souvent, plus il y a de contraintes, plus il y a de créativité. Plus il y a de créativité. Alors, premier exercice, ce fameux exercice sur le sol que je viens de commenter, concevoir un sol, modeler un sol entre deux niveaux. Alors voilà, ça c'est l'ensemble des dessins que l'étudiant produit. Vous avez un rendu en bas avec l'étudiante qui l'a fait. Au bout d'un mois d'études, première semaine représentation intensive, 3 semaines premier exercice, l'étudiant sait faire des perspectives, des coupes, des plans. L'étudiant a compris qu'il travaille, c'est le petit rond rouge. Il fait un petit passage dans un grand quartier. Il a compris que chaque fois que je transforme quelque chose, c'est en rapport avec des choses plus grandes. J'interviens sur un épisode de quelque chose qui est plus grand. Et l'étudiant comprend que quand il organise, je dispose des marches et des paliers, il fabrique un espace qui se déroulera sous les yeux comme un film, et il le décrit, il le représente. Concevoir, c'est émettre des hypothèses et défendre ces hypothèses par leur description. Concevoir, c'est se confronter à la critique, faire et modifier. Alors le deuxième exercice, premier et deuxième, c'est la même chose, mais on a un peu ouvert les vannes pour le deuxième exercice. C'est au bord de la mer, c'est une sorte de terrasse publique un peu plus grande, où là on n'est pas canalisé simplement entre deux passages, mais on doit organiser le passage entre une place et puis un chemin le long des rochers. C'est au fond d'une baie dans le Finistère, de la baie de Douarnenez. C'est à la fois un lieu inventé et cartographié très précisément pour que ça soit comme la réalité. Et donc quand les étudiants décident de la façon dont ils feront monter et descendre pour passer d'un niveau à l'autre et pour découvrir le paysage et les alentours, l'étudiant a tout d'un coup un échantillonnage de dispositifs, un travail du périmètre de l'emprise beaucoup plus large
sous ses yeux. Il doit toujours représenter, dessiner en coupe, faire des axonométries. Et pour la première fois, on ne fait pas de maquette au premier exercice, étudier aussi son exercice en maquette. Et vous voyez ça, c'est la maquette finale. Il y en a eu 3 autres avant, quasiment une par semaine. C'est un exercice qui dure 3 semaines et demie. Et vous voyez que ce faisceau de contraintes n'est jamais l'ennemi de la personnalité de chacun. Regardez cet axono, moi j'ai été complètement ébloui quand j'ai vu ce dessin et j'ai vu de la façon dont l'étudiant a représenté la mer et les rochers d'une façon pas du tout réaliste, mais tellement juste, tellement forte, et tellement juste par rapport à ce qu'il aménageait dans ce petit lieu. Alors après, le monde change. Ça, c'est les presque 2 premiers mois, c'est le monde merveilleux. Le monde merveilleux où on fait de l'espace et où on le dessine. Et puis, à partir de novembre, voilà la toiture. Et la toiture, comme elle est soulevée du sol, elle doit être rigide, stable. S'il y a du vent, elle ne doit pas tomber. Et donc, la toiture est espace et structure. Et tout d'un coup, l'acte de définition, d'organisation et de définition de l'espace, c'est aussi un acte structurel. Alors il faut un vrai savoir pour ça. Entre autres, il y a un cours théorique toutes les semaines qui accompagne le projet, que je donne à toute la promo, qui s'appelle le cours Les outils du projet. Et il précède chaque exercice et il donne tous les contenus théoriques qui servent l'exercice. Alors, le prétexte de toiture, pour ne travailler qu'un espace à partir de sa toiture, c'est un projet de petite halle de marché de moins de 100 mètres carrés, sur un site inventé mais très très crédible. Là, on passe dans des territoires qu'on connaît bien parce qu'on y emmène souvent les étudiants, dans le nord, dans les Flandres françaises. Et on est en surplomb du plat pays, mais au fond, le territoire là est un décor lointain. Et alors, on va apprendre cette très très belle phrase, ou le sens de cette belle phrase d'un grand architecte allemand qui a construit, vécu en Allemagne jusqu'en 1933 et puis aux États-Unis après, vous devez comprendre pourquoi. Et alors Mies van der Rohe a, lors d'une conférence, dit cette chose magnifique, un peu difficile à comprendre. La forme véritable est déterminée par les contraintes de la tâche à accomplir dont elle est indissociable. Les contraintes de la tâche à accomplir vont générer la forme. Bah oui, les contraintes du soulèvement du plan de toiture vont influer, générer sa forme, mais c'est moi le concepteur qui décide des contraintes parce que je décide de comment c'est soulevé. Alors voilà où l'on décide où l'on découvre que l'espace est à la fois espace et structure. On fait travailler les étudiants sur une hypothèse, parce qu'en même temps, ils ont donc dans les cours de construction, ils ont un cours qui s'appelle au premier semestre géométrie, parce qu'une structure, c'est d'abord une géométrie. Ils ont eu un TD et des cours sur les motifs et les pavages. Et au fond, sur modules, les répétitions de modules. Alors on leur propose que leur toiture de 90 mètres carrés, elle soit faite d'un module qui répète ou d'une entité qui dessine par eux-mêmes. Ils choisissent. Et en même temps, alors voilà, je vais vous faire une petite leçon d'architecture et de structure. Pour savoir faire une structure, il n'y a pas grand-chose à savoir, à part peut-être que pour assembler des choses verticales et horizontales, c'est la ligne de croquis du haut. Si on les boulonne très fort l'une sur l'autre, ça ne tient pas. Par contre, si la surface de contact est plus grande, ça fait un encastrement, ça tient. Ou alors, s'il y a une pièce intermédiaire qui fait un double lien en plusieurs points, ça tient. Ah, ça, c'est intéressant. Si je sais ça, peut-être que j'arriverai à assembler les choses. Et puis ensuite, il y a l'histoire de la canne à pêche, qui est la plus belle leçon de structure. Le pêcheur qui tient sa canne à pêche, même s'il est très fort, avec les 2 mains au même endroit, s'il y a un petit poisson qui s'accroche à l'hameçon, la canne à pêche, elle va pivoter. Par contre, le même, s'il n'est pas très fort et qui tient sa canne à pêche en 2 endroits différents, un très gros poisson ne fera pas bouger la canne à pêche, il pourra soulever sa canne à pêche. Ça s'appelle un encastrement. Si l'étudiant a compris ça, il est à même de concevoir une structure très sophistiquée. Deuxième chose qu'on apprend, quand on a une structure, ça c'est le dessin d'une sorte de portique, des poteaux et une poutre, c'est souvent de ça qu'est fait une structure. S'il y a du vent, ça plie, ça tombe à droite ou à gauche.
Mais par contre, la géométrie vient à notre secours. Il y a une figure géométrique qui est indéformable, c'est sa propriété, c'est le triangle. Ça veut dire que dans une structure, quand j'introduis un triangle, je la rends indéformable. Une fois qu'on sait ça, eh ben on sait faire la suite. Alors, je vais vous montrer des petits secrets de fabrication. Comment ça se passe pendant ce mois, puisque ça dure un mois, cet exercice, 4 semaines. On commence comment? Alors, on commence avec... On fait beaucoup de maquettes, et à grande échelle. Alors, on commence par dire l'espace sous la toiture, ça sera comme ci, comme ça. On fait un pliage en papier. Et puis ensuite, merci les ingénieurs qui sont à l'école, qui sont souvent de formation américaine, et qui ont amené un matériau magnifique pour faire des maquettes. Vous pensiez que les spaghettis, c'est surtout pour manger, mais c'est aussi pour faire des maquettes. Et on fait des maquettes de structure avec des spaghettis qu'on colle. Et alors la forme pliée du papier devient en deuxième étape soutenue par une maquette en spaghetti. Et on regarde cette maquette, on la critique, et on la change, on la fait évoluer. Et au fond, on est capable de très vite définir le squelette de la structure qui portera la toiture pour que ça soit stable. Et puis ensuite, des poutres, des poteaux, ça a des épaisseurs, des longueurs, des largeurs. On a un cours qui nous apprend à peu près à comprendre comment on prédimensionne. Donc on passe avec des matériaux qui ont une épaisseur. Mais ça, c'est la trouvaille, c'est notre trouvaille. C'est pour concevoir une structure, d'abord, n'étudions que la géométrie par le spaghetti, et ensuite on étudiera ce qu'on appelle l'inertie, la résistance aux charges, par les sections, par les vrais matériaux. Alors, c'est toujours beaucoup critiquer, faire recommencer. Vous voyez, j'ai mis des petits ronds rouges sur la maquette du haut. C'est des endroits qui définissent, les membrures définissent un parallélogramme, mais pas un triangle. Et donc, on a ramené la pointe, étape d'en bas, à un triangle, et tout est devenu indéformable avec très peu de matière. Et au fond, c'est cette approche très pragmatique avec 2-3 connaissances qui nous permet d'arriver au bout d'un mois à ça, à cette structure. Alors ça, c'est une toiture modulaire, où au fond, la forme du module, c'est pas pour faire des ailes de papillon. La forme du module, c'est comme c'est une halle de marché, il faut de la lumière, il faut ventiler, donc la toiture a comme des ouïes qui laissent rentrer la lumière. On fait des perspectives pour montrer ce qui se passe dessous. Et au fond, chaque pliage et chaque assemblage, vous le voyez, fabrique des triangles qui rendent la structure totalement stable avec très peu de matière. Et là, au fond, c'est une très très grande intelligence. Ça va bien au-delà de ce que les étudiants penseraient pouvoir concevoir. Simplement, c'est très très largement une question de méthode pédagogique pour aller aussi vite, aussi loin. Et alors, regardez la coupe, cette tranche qu'il y a en haut au milieu. Eh ben, voilà, on apprend aux étudiants à être très forts quand ils ont conçu un bâtiment dont toutes les faces sont de travers, penchées, etc. Et quand ils le coupent, eh ben, ça devient des as de ce qu'on appelle le rabattement entre le plan et la coupe, sans leur demander de faire des exercices de géométrie descriptive très difficiles, ce que moi j'ai fait quand j'ai été étudiant et que je me suis dépêché d'oublier et que j'ai retrouvé par d'autres méthodes au travers du projet. Alors une autre toiture, cette fois-ci, elle est unitaire, elle n'est pas modulaire. On passe vite. Première maquette, une espèce de chose comme ça. L'idée était une sorte de centralité. Et puis la première maquette spaghetti, il y en a 10 fois trop. Mais tout est là. Deuxième maquette spaghetti, il y en a beaucoup moins, et on voit que tout s'assemble en triangle. Et alors, entre la deuxième et la troisième, il se passe quelque chose de formidable. Dans la deuxième, vous voyez des flèches en haut à gauche. Il y a des poteaux avec des tas de membrures qui arrivent aux poteaux. Et dans la troisième, les poteaux ont changé de place. On a l'impression que rien n'a changé, tout a changé. L'étudiant a trouvé la bonne place des poteaux, et vous le voyez dans la maquette du bas, parce que les poteaux détachent de plan de toiture, fabrique un triangle, et avec quasiment rien comme matière, cette structure incroyable, faite de facettes triangulaires, est totalement stable, totalement contreventée, ce qu'on appelle stable dans tous les sens vis-à-vis des poussées du vent, représentée dans tous les sens. Et l'idée de départ de l'étudiant était d'avoir cette espèce de chose un peu monumentale qui abrite le marché tout en le ventilant et en l'éclairant. Voilà. Donc on dessine, on fait beaucoup de maquettes, on recommence.
Et voilà, on a fait sol, mur, toiture, on a fait un bâtiment entier. Maintenant, partition. Alors, c'est rare d'avoir un bâtiment fait d'une seule pièce. Donc, comment on fait quand dans un volume, il y a 18 pièces, 15 pièces de hauteurs différentes, de contraintes différentes? On regroupe, on fait des paquets, on les sépare, on les met au bon endroit. Et au fond, c'est le concept de partition que les étudiants vont travailler. C'est le 4e exercice, c'est la fin du 1er semestre. C'est une petite usine, on appelle ça le laboratoire des prototypes, dans une usine de menuiserie. Il y a 18 locaux et on leur donne comme contrainte, c'est un seul volume, c'est un volume unique. Tout le monde, vous allez faire un volume unique. Mais par contre, son périmètre, à plan carré ou pas carré, c'est vous qui décidez. Mais tout rentre dans un volume unique. Alors voilà les secrets de fabrication, pareil. Alors on commence par une maquette au centième à petite échelle en carton. Alors voilà, c'est à la rentrée de janvier. On a 15 jours intensifs, 2 semaines et demie intensifs, c'est formidable. Alors première maquette, ça part dans tous les sens. C'est une espèce de conglomérat, de tas de choses. Et puis entre la première et la deuxième, ce que j'ai entouré en rouge, c'était en fait des bureaux. Et l'étudiante avait placé les bureaux pas contre la façade, donc ils n'avaient pas d'éclairage naturel. Alors, deuxième maquette, on inverse. Les réserves sont mises sans éclairage naturel, c'est pas grave, les bureaux sont avec éclairage naturel. Donc là, on vraiment se soucie de bien organiser les choses. Et puis en même temps, comme on est un as en structure, allez hop, on repasse en spaghetti. Et le spaghetti, la maquette structurelle, là, puisqu'on leur dit forcément c'est une ossature, c'est une cage structurelle, c'est un petit bâtiment industriel, la maquette en spaghetti va permettre aux étudiants de simplifier. Vous voyez, c'est très compliqué quand c'est la petite maquette en carton. Et dès qu'on passe à la structure, naturellement, tout se règle, ce qui doit être aligné est aligné, et surtout le volume se met en place. Alors il y a des ateliers qui sont éclairés par le toit, et vous voyez, première maquette spaghetti, on ne sait pas quelle forme ça a. Deuxième, ça y est, on voit des pans de toiture qui s'organisent, qui se mettent en rapport, et puis ensuite on passe à la totalité avec les remplissages, tout l'ensemble. Et le programme de la maquette, elles sont sur le toit de l'amphi, c'était une maquette didactique, c'est-à-dire c'est pas une maison de poupée, c'est pas un garage pour jouer quand on est un enfant, c'est une maquette où on voit à la fois le volume, l'ossature, l'organisation, comme si on pouvait voir au travers par des rayons X. Donc voilà, les étudiants ont étudié ça, et en même temps, alors on voit très très mal le plan, vous voyez que les points qui sont les poteaux, mais vous voyez à quel point tout d'un coup, le plan est réglé. Les étudiants apprennent au travers de cet exercice quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que c'est vraiment, ça fait partie du savoir de l'architecte, ce que j'appellerais l'art de la mise au point. Être capable de mettre au point un projet dans les bonnes géométries, comme si lorsqu'on voit le plan et la coupe, ça avait l'air tellement facile à faire, et que ça a été tellement difficile d'organiser cette apparente facilité. Et on est toujours à faire de l'espace. Bon, je ne vous dis pas plus de détails parce que ça va être un peu long. Une deuxième solution, juste pour vous montrer à un moment donné, ce volume ne va pas avoir l'air d'une usine, mais comme une grosse maison. Et à un moment donné, alors il y a plein de hauteurs différentes, il y a des tas de pièges dans le programme, c'est vraiment très compliqué, mais c'est formidable parce que plus c'est compliqué, plus c'est stimulant pour les étudiants. Et à un moment donné, entre la première maquette spaghetti en bas à gauche et celle du milieu, eh ben, quelque chose est arrivé qui est l'unité. Et c'est ce que vous voyez sur la troisième maquette. Ce volume, tout d'un coup, a trouvé son identité. C'est comme une grosse maison avec un jeu de toit qui fait rentrer de la lumière supplémentaire dans certains locaux, mais tout fonctionne dans le même but et tout se comprend, le volume, l'espace, le plan, la coupe. Et voilà toutes ces étapes. Alors on en arrive aujourd'hui. Ce premier semestre, j'ai été un peu long, mais je crois que ce premier semestre, ce sont les fondations, pour ceux qui deviendront architectes, de 45 ans de vie. Donc il y a une très très lourde responsabilité. Alors le deuxième n'est pas la suite, n'est pas une redite. Le deuxième, c'est un complément. On a les fondements, on a la base, et on va étudier quelques notions importantes. Alors, on va déjà sortir du confort de l'école. Et voilà, alors ça, c'est des images. C'était lundi dernier. Alors, il y a des images d'années précédentes, mais il y a quelques images que j'ai entourées. Lundi dernier, il y a des jeunes profs qui ont rejoint notre équipe. Lundi dernier, en bas à droite. On va étudier un immense site.
lundi, alors tous les étudiants ont des smartphones, j'avais annoncé qu'on marcherait 9 km et on a marché 16 km. On va parcourir un immense site et on va le regarder, c'est celui-là, c'est pas loin de l'école, on y va à pied, c'est le long de la Marne. C'est entre le coteau qui termine le plateau de la Brie et la plaine de France que la Marne vient articuler. Ce site est essentiellement végétal aujourd'hui, c'est le parc du Château de Champ, le parc de Noisiel, la base de loisirs de Vers-sur-Marne. On va le regarder, le cartographier, apprendre à représenter les lignes de force d'un site d'une très grande échelle. D'ailleurs, si tout à l'heure vous montez dans les ateliers, vous pourrez peut-être voir des étudiants, dépêchez-vous de monter. Il y en a 2 là-bas. Vous pourrez voir des étudiants qui sont en train de travailler, là, ce samedi, puisque cet exercice sur 15 jours et qu'il y a beaucoup à faire. Une fois qu'on a étudié ce site, voilà la belle question que pose le début du deuxième semestre. Implanter un bâtiment, c'est une action irrémédiable. C'est la seule chose qu'on ne peut pas changer. Donc on imagine un exercice où les étudiants ne devront pas concevoir cette architecture, une petite buvette. Elle sera déjà donnée. On leur dessine un kit et ils n'ont qu'à l'assembler. Mais par contre, on leur demande de l'implanter sur ce grand site de loisirs avec une double conscience. J'ai conscience de l'impact que la buvette aura sur le site et cet impact doit être positif. Et j'ai conscience que depuis cette buvette, je profiterai du site. C'est ce que vous voyez sur les perspectives. Je dois représenter comment cette buvette se met sur le site en lui profitant et en profitant à ceux qui vont y aller. Et puis alors le dernier exercice, on continue au fond ce grand site le long de la Marne. Il est formidable parce que il est adossé au coteau habité, le coteau de Torcy, de Noisiel, de la ville nouvelle. Et alors, on va étudier une notion qui est très importante, qui est en général quand un bâtiment est fait de plus d'une pièce, il faut accéder à chacune des pièces indépendamment par un dispositif de distribution qu'on appellera couloir, coursive, peu importe. Et c'est le cas de 98% des projets. Et donc cette question de la distribution par rapport à l'habitation, elle génère quelque chose qui permet de dessiner la façade. Quand un bâtiment est fait de la répétition de quelque chose, alors je vais dire par exemple, une tour d'habitation, c'est fait de la répétition d'étages d'habitation. Eh bien, pour dessiner la façade de ce bâtiment, on devra travailler sur 2 échelles. L'échelle de l'étage d'habitation, c'est-à-dire ce qu'on appellera le standard, et l'échelle de la totalité. Et entre l'échelle du standard, qui est une petite chose, et l'échelle de la totalité, qui est beaucoup plus grande, les proportions s'inversent, les dimensions s'inversent. Et au fond, cette dialectique entre l'unité et la totalité est un outil pour dessiner la façade. Alors le prétexte, c'est bien parce que les étudiants se projettent beaucoup là-dedans. C'est une résidence étudiante d'une 20aine de chambres, mise dans ce quartier, ce tissu pavillonnaire. Donc comme rez-de-chaussée plus un étage, c'est la contrainte. Tout le monde doit avoir ça parce qu'il faut accéder aux chambres de l'étage et il faut imaginer le dispositif de distribution. Et c'est sur des vrais sites. Alors on a rebondi sur une préoccupation de l'urbanisme aujourd'hui, c'est de reconquérir les délaissés. Il y a dans les villes nouvelles des trous, des endroits pas construits, pourtant desservis par les rues, par les bus, etc. Et si on construit, en redensifiant la ville sur elle-même, on évite d'aller plus loin et de dépenser en infrastructures, en carburant, etc. Alors, on choisit en plus des terrains très en pente, parce qu'apprendre à poser un bâtiment sur une pente, c'est une très grande leçon. Et voilà des résultats. Organiser toutes les chambres ensemble, passer du rez-de-chaussée à l'étage. Alors, les étudiants, vous avez vu, la moitié de nos étudiants viennent de province et de l'étranger, donc ils sont dans des chambres en ville nouvelle, dans des résidences étudiantes. C'est un domaine dans lequel ils sont experts, ils connaissent bien. Donc quand on leur laisse une certaine liberté, là pour le coup, par rapport aux normes, etc., ben, ils sont capables de trouver des solutions tout à fait passionnantes. Alors voilà ce qu'ils savent faire en fin d'année. Maîtriser l'organisation d'un projet déjà assez complexe, sans maîtriser la représentation. Et la dernière notion, c'est celle de l'économie de moyens. Comment concevoir un bâtiment en mettant la matière qu'il faut et pas plus? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dépenser la matière inutilement, il n'y en a plus. Les ressources naturelles s'épuisent. Et le bâtiment est le principal consommateur de CO2, d'énergie, etc. Donc comment faire pour être vertueux et frugal?
C'est impossible dans un projet vraiment de le vérifier, à moins d'avoir des modélisations informatiques et tout. Donc, on a inventé des choses qui n'ont rien à voir. Et à nouveau, merci nos grands amis ingénieurs avec qui on travaille dans l'école. Jean-François Blassel, qui est architecte, ingénieur, responsable du DPEA précisément à l'école, et aussi enseignant en première année, ça c'est pas mal, a été formé aux États-Unis et nous avait dit, mais c'est vachement bien de faire construire des choses réellement à échelle 1. Et on s'était dit que pour l'économie de moyens, c'était pas mal. Et puis alors voilà, d'année en année, on s'est dit, on va donner aux étudiants des matériaux, ça coûte cher à l'école, c'est l'école qui les achète, des matériaux pas bien, un peu souples, des lattes trop souples, du câble, une espèce d'échantillonnage de matériaux. Et on va leur demander de concevoir une structure la plus grande possible avec ces matériaux qui ne peuvent pas résister à de grandes charges. Donc il va falloir apprendre à les organiser, c'est ça une structure, pour qu'ils collaborent ensemble et qu'ils travaillent bien. Et pour s'assurer de l'économie de moyens, c'est un peu méchant, mais c'est vachement bien. On va dire aux étudiants, pour être sûr que votre pont y tient, vous allez le porter sur le dos. Donc la structure, vous allez la porter sur votre dos, et le jury, ça sera un défilé. Et au fond, vous allez faire très grand. Si vous concevez mal, évidemment, vous allez vous blesser ou la structure va casser. Donc on est sûr que si vous défilez, ça va fonctionner. Alors voilà la procédure de l'exercice. C'est des équipes de 4 étudiants. Voilà un kit de matériel. Il y a du tissu, des lattes, des bambous, des petites barres d'aluminium, des cordes à piano, des choses très bizarres, du câble. On distribue aux équipes. D'abord, ils ont fait des petites maquettes. Et puis voilà, on travaille ensemble. On expérimente sur le corps. Ça monte, ça redescend. Il y a des corrections quasiment un jour sur 2 pendant 15 jours. Les architectes et les ingénieurs, c'est un exercice qu'on co-corrige et co-conçoit et co-encadre, architectes et ingénieurs. Et puis voilà, ça monte, on construit. On est obligé d'être en équipe parce que c'est très grand. On est confronté à la réalité de la matière. Alors, pendant les corrections, on est aussi dubitatif que les étudiants. J'ai mis des petites pastilles rouges sur les enseignants. En général, c'est ceux qui ont des chemises blanches, mais pas toujours. Et on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre, comme les étudiants, au fond, on est dans une aventure. C'est une structure très complexe puisqu'elle n'a qu'un point porteur et qu'en plus, elle est cinétique puisqu'on avance. Et voilà, alors on fait, on refait, on essaye, c'est grand. Voilà, ça avance. On trouve des modèles sans être dedans, ensuite on est dedans. Ensuite, voilà, petit à petit, ça monte. Et tout ça, le corps est la colonne, au fond. Le corps est l'unique colonne de cette structure. Et puis ça finit. Voilà, il y a des moments jubilatoires quand on s'aperçoit tout d'un coup que ça fait 10 mètres de haut et que ça tient. Et puis on finit par un défilé. C'est le dernier samedi de juin en général. Ça, c'est celui de l'année dernière. Quelques images, c'est public. Et c'est le résultat du travail. Voilà. Alors ça, par exemple, c'est une structure incroyablement sophistiquée puisqu'elle est très haute. C'est-à-dire que son centre de gravité est tellement haut qu'elle devrait tomber. L'étudiante ne devrait pas pouvoir la tenir. Mais tout le réseau de fils va sur une sorte comme un funambule qui a des contrepoids et équilibre la structure qui peut être portée très haut. À peine, elle pourrait ne pas la tenir et ça tient quand même. Alors le tissu que vous voyez autour, ce n'est pas décoratif, c'est ça tend toute la chose. Toute la structure est tendue entre tissu et câble. En fait, c'est comme une roue de vélo. Voilà, il y a des choses d'une taille incroyable. Tout était articulé. Donc là aussi, tout est tenu par la tension. Vous en avez quelques-unes encore suspendues dans le hall. C'est ce qu'on fait en général après le défilé. Et voilà, ça se finit comme un défilé de mode par un final où tout le monde est là et jamais rien n'a cassé en 12-13 ans d'exercice. Et c'est vraiment économie de moyens, concevoir, assembler, construire, porter. Voilà, il y a toutes ces dimensions dans cet exercice qui, une fois terminé, est une sorte... voilà, le passeport pour la 2e année et pour la suite est ouvert. Alors maintenant, on va parler méthode. Juste 5 minutes pour terminer, pour se remettre dans la réalité, puis il fait très très chaud. Alors, chaque semestre,
En général, une semaine intensive pour démarrer, ça c'est le premier semestre de première année. 12 semaines ordinaires où on a cours et projet en même temps. Et puis ensuite, on a une semaine balai, où quand des choses ont dû être annulées pour une raison ou pour une autre, on peut les... Et puis une semaine où il y a des tutorats, des entraînements. Une semaine de révision, quelques jours d'examen, 2 semaines intensives, merveilleuses, où on ne fait que du projet. Voilà. Les modes d'enseignement. Alors, c'est là où il y a le 50-50. Vous avez vu des étudiants construisant leur structure, mais les mêmes sont pendant des heures dans cet amphithéâtre. C'est très nouveau si vous êtes avant le bac. Ça, c'est la douche froide. Un cours, c'est 2 heures. Théorique, 100 personnes, un prof. Le prof parle avec un micro, évidemment. Il n'y a pas d'interaction, quasiment pas. Un cours, c'est 9 séances sur un semestre. Évidemment, il n'est pas question de rater une séance, sinon il vous manque à l'examen une part importante de la connaissance du cours. Donc, c'est vraiment l'université. Et c'est très dur au début parce qu'il faut savoir être concentré pendant 2 heures, savoir prendre des notes, savoir intégrer un savoir. Alors, cette austérité, pourquoi il y a des cours magistraux ? Tout simplement parce que c'est un savoir très spécifique, il y a peu d'enseignants, beaucoup d'étudiants, peu d'enseignants qui maîtrisent ce savoir, donc il faut en mettre ce rapport 1%, c'est celui de l'université, un enseignant, 100 étudiants. Mais là, pour que les choses passent bien, la plupart des enseignements sont doublés par des travaux dirigés. Et là, c'est un responsable de travaux dirigés, un enseignant de TD, 20 étudiants. Et là, les notions théoriques apprises en cours, on les applique, on les pratique. Quand on a un cours de territoire dans l'amphi, on a un TD de territoire où on va parcourir les alentours de l'école pour découvrir ce que c'est qu'un arbre, par exemple. Mais avant, on a eu un cours qui, théoriquement, nous dit ce que c'est qu'un arbre. Je vous donne un exemple comme ça. Et puis, on a aussi un mode qu'on affectionne beaucoup, c'est de temps en temps des workshops qui sont, alors pour la matière construction, souvent, pendant 2-3 jours, on fait une chose et que celle-là. Il n'y a pas de cours, il n'y a que cet enseignement qui est souvent un enseignement de fabrication. Pour le projet, comment il est enseigné ? Parce que vous avez vu les résultats, vous avez vu les attendus, etc. Mais comment c'est enseigné ? Alors, c'est très encadré, ça coûte très cher à l'école, c'est un parti que l'école a pris. Après la semaine intensive de représentation, l'enseignement du projet, c'est 3 après-midi par semaine. 2 après-midi, les étudiants, 20 étudiants sont avec leur professeur de projet. Moi, je suis le responsable de la première année, mais nous sommes 5 enseignants de projet qui appliquons le même programme. Donc, on a chacun une vingtaine d'étudiants pendant toute l'année. Et le lundi après-midi, en gros de 14h à 20h et même plus, mes étudiants sont là pour vous le confirmer, le vendredi après-midi de 14h à 20h et même plus, ils sont en critique de projet. Je montre ce que j'ai fait, le prof réagit, mes camarades voient ça, on passe au suivant, ça prend 10 minutes, ça prend un quart d'heure, ça prend 3 minutes, ça prend 20 minutes. Comme disait une de mes étudiantes, certains jours, elle disait « il y a de l'abus, ça fait 20 minutes que vous êtes avec lui ». Voilà, c'est extrêmement interactif, extrêmement personnel, très tendu, très, très encadré. Et alors, pour faire quelque chose entre le lundi et le vendredi, il y a une après-midi qui est consacrée à ça, libre, il n'y a pas de cours. C'est le jeudi après-midi, les étudiants sont à l'atelier, ils travaillent avec l'aide d'un moniteur, c'est-à-dire un étudiant de 5e année, qui les aide à bien dessiner leur projet, pas faire de fautes de représentation. Et qu'est-ce qui se passe entre le vendredi et le lundi ? Il y a ou le samedi ou le dimanche où on travaille pour préparer entre les deux. Et c'est pour ça qu'on fait très vite, très bien, très intense. On apprend le rythme, on le supporte. Il n'y a pas ce qu'on appelle en première année ce mot qui est lié aux architectes de charrette, c'est-à-dire on ne passe pas des nuits à travailler les 3 derniers jours du projet, mais on travaille tout le temps de façon intense. Et dites-vous bien, jeunes gens qui êtes là, si l'année prochaine vous venez à l'école, vous travaillerez un jour le week-end, toute l'année, et parfois 2 jours, mais très souvent, tout le temps, le samedi ou le dimanche, c'est consacré au travail du projet. C'est une nouvelle vie, d'une certaine façon. L'école est ouverte le samedi, il n'y a pas les profs, les étudiants sont chez eux, ils vont, ils viennent, ils travaillent. Voilà, et accompagnant le projet, il y a ce cours magistral dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà des scènes de la vie de projet, des moments collectifs de préparation,
Voilà ce qu'on appelle nos salles de critique, qui sont ces petites salles très fermées avec une table au milieu, des murs, où on passe des après-midi entières. Alors, en général, on divise le groupe de 20 par 2. 10 sont à l'atelier à préparer, 10 sont en correction, puis on alterne à la mi-après-midi, des moments collectifs. Voilà, les maquettes de sites des exercices sont faites en groupe au début des exercices par tout le monde. Et le rythme de travail est soutenu. Donc le rythme de l'école, c'est 8h30 le matin pour les cours. Donc il y a 2 cours de 2 heures chaque matin, lundi, mardi, mercredi. Croquis le jeudi matin et tutorat ou atelier d'analyse architecturale le vendredi matin. 4 heures de cours magistraux, ça commence à 8h30 le matin, c'est dans cet amphi. Et l'après-midi, c'est en gros projet ou certaines séances de travaux dirigés. Et le mercredi après-midi, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de projet, il y a après-midi libre pour faire du sport, pour aller voir des expositions, pour aller profiter de l'environnement, de la ville, etc. ou travailler son projet si on a envie, mais il n'y a aucune autre contrainte que ça. L'élaboration du projet se passe à l'école, c'est une exigence qu'on a, c'est dans le règlement des études. Donc le jeudi où le prof n'est pas avec l'étudiant, vous devez être à l'école. Si vous n'y êtes pas, c'est une faute et on vous le signale et c'est pénalisé. C'est extrêmement important. C'est la règle de notre école. Et elle se comprend assez bien. On est loin de Paris. Il y a quand même une partie des étudiants qui viennent de Paris et on offre beaucoup de places. Donc ceci entraîne cela. Puisqu'on est loin, on vous offre des conditions de travail qui sont bonnes, mais profitez-en, sinon c'est pas la peine de venir ici. Alors, tout ce travail de projet, on fait en sorte, c'est beaucoup d'énergie, vous l'avez compris. En fait, il y a un moteur à ça. Le moteur, c'est la satisfaction qu'on a de ce qu'on a fait soi-même, mais c'est aussi la fierté du travail du groupe et du groupe étendu des 100 étudiants de la promo. Donc, on s'attache en première année à ce que quasiment chaque exercice, on expose une toute ou partie de l'exercice dans le hall de l'école. On fait des petits happenings, des expositions avec vernissage une fois qu'on a installé. C'est des actions collectives qui sont extrêmement... voilà, première exposition, les maquettes de l'exercice 2, les 4 maquettes, les 3 maquettes d'études, la maquette de rendu pour les 100 étudiants. Et tout d'un coup, au bout de 6 semaines, les étudiants se rendent compte de la quantité de travail, de la force qu'ils ont de production. Évidemment, ça leur donne de l'énergie pour la suite. Alors voilà, un moment, il y a quelques jours, l'installation sur le toit de l'amphi. Tout le monde est appelé, tout le monde arrive avec sa maquette, et puis on explique ce qu'on va faire, on le fait bien, on tire au cordeau, et voilà, on a une ville de maquettes. Et voilà, c'était le dernier après-midi du premier semestre, au soleil déclinant. On avait fait cette photo qui était très, très joyeuse et qui donnait de l'énergie pour la suite. Vous avez peut-être des questions, mais vous pouvez aussi les poser aux étudiants qui sont en bas, parce qu'il fait très, très chaud, je crois, dans la salle. En tout cas, c'est fini. Mais vous avez peut-être des questions, donc on peut faire passer les micros, etc.